Bonjour, je me présente, Abdelali Boutaiba, professeur de l'enseignement supérieur d'économie-gestion au sein du département des sciences et techniques de communication à la faculté des lettres et des sciences sociales, Université Mohamed V Rabat. C'est avec une grande fierté que je participerai aujourd'hui avec vous à un vaste programme de formation à distance à l'honneur des étudiants du doctorat qui s'étale entre le 15 juin et le 28 juillet 2020. Le thème que je vais traiter, c'est la méthodologie de recherche en sciences sociales, car des enquêtes à caractère économique, et je vais me focaliser plus sur la méthodologie de recherche en sciences de gestion. Le choix d'une méthodologie de recherche appropriée pour mener à bien le processus de recherche n'est pas une tâche facile. Étant donné la diversité importante des méthodes et la complexité croissante des sujets de recherche, le choix d'une méthode appropriée demande une réflexion sur une démarche de choix de la méthode. Une démarche doit prendre en compte les différents facteurs qui influencent ce choix. Dans ce séminaire, nous essayons de présenter une démarche générale de choix de méthodologie de recherche en se basant d'abord sur la spécificité de la recherche en sciences de gestion, ensuite le statut épistémologique et philosophique du chercheur paraît important pour étudier l'influence sur le choix d'une méthodologie de recherche. Notre but n'est pas de donner une procédure de choix systématique, mais d'éclairer le chercheur sur les différentes voies possibles pour la conduite du processus de recherche, et ceci dans un objectif d'efficacité dans le choix de la méthode appropriée. Dans un premier chapitre, nous commençons par définir la recherche en gestion afin de voir les spécificités de cette science. Pour cela, nous présentons tout d'abord le champ des sciences de gestion avant de présenter une définition de la recherche en général pour ensuite l'introduire dans le domaine des sciences de gestion. Ce positionnement de la recherche en gestion permettra d'éclairer sur les différentes contributions attendues de la recherche qui permettent d'influencer le choix méthodologique. Dans un deuxième chapitre, nous allons développer la posture épistémologique et philosophique du chercheur qui permet de guider le choix d'une méthodologie de recherche appropriée. Notre intérêt portera sur des oppositions de paradigmes qui, de prime abord, se présentent comme des querelles d'écoles de pensée, mais dont les fonctions, dont les fondements présentent une influence importante sur la conduite de la recherche. Deux paradigmes ont influencé l'histoire des sciences de gestion. Le positivisme et le constructivisme. Deux types de postures méthodologiques peuvent être reliés aux deux premiers paradigmes par les correspondances dans les différents points, à savoir quantitatifs ou qualitatifs. Sans présenter, nous montrerons ce que ce débat épistémologique influence
la démarche de la méthodologie de recherche utilisée. Dans un troisième chapitre, nous proposons, à partir de notre analyse de grilles de lecture concernant les différents types de méthodes de recherche appropriées à la recherche en sciences de gestion et au positionnement épistémologique et philosophique du chercheur. Nous allons entamer le premier chapitre qui traite de la question de la recherche en sciences de gestion. Le premier paragraphe est le champ des disciplines de gestion. Définir le champ de la gestion n'est pas une chose facile, d'autant plus que nous vivons une importante diversification de cette discipline par l'éclatement des sciences de gestion en différentes sous-disciplines. Nous pouvons décrire la gestion, d'après les définitions proposées par Cohen, comme un ensemble de pratiques, de discours et de connaissances théoriques ou techniques relatives à la conduite des organisations. Ainsi, ce questionnement sur l'objet de la gestion ne permet-il pas de cerner les limites et les frontières de ce champ? La gestion peut être vue comme à la fois une pratique et une science de gouvernement des organisations, et ceci grâce à des actions et à des prises de décision dans les disciplines formant ce champ de la gestion. Nous pouvons diviser d'après Cohen la diversité de l'objet de gestion en 4 ensembles. Un ensemble de pratiques, considérer la gestion comme une composition d'opérations, de pratiques, d'interventions qui se déroulent dans les entreprises ou les organisations. Ainsi, la gestion est vue comme une discipline opératoire dont les moyens d'action et les effets présentent une réalité empirique observable. Deuxièmement, un ensemble de connaissances théoriques ou techniques. La gestion est présentée comme une unité d'ambition cognitive ou comme une unité de connaissances théoriques ou techniques. Elle est considérée comme un ensemble de contributions cognitives, ce qui induira une problématique de cohérence et d'unité. Troisièmement, un ensemble de discours. C'est une composition de discours qui assure une mobilisation et un engagement dans l'action. Et quatrièmement, une visée commune. Cette visée permet de regrouper les 3 définitions précédentes et d'essayer de les combiner afin d'avoir un objectif commun. C'est la maîtrise des différents problèmes qui se présentent pour l'organisation, qu'ils soient théoriques ou pratiques ou cognitifs, afin de conduire le travail avec un ensemble de ressources et de contraintes. De même, nous pouvons extrapoler un continuum entre un déterminisme matériel empirique et un déterminisme mental, rationalisme, qui est similaire à une position positiviste versus phénoménologiste. Dans la littérature, nous pouvons voir l'existence d'une vue unique des paradigmes quantitatifs, tandis que il nous montre l'existence d'au moins 4 paradigmes dans une recherche qualitative, de la position objective à la subjective. On distingue 4 perspectives axiomatiques, logique, positiviste, empirique, interprétative et
théorie critique. Cette distinction entre qualitatif versus quantitatif est la conséquence du dualisme sujet-objet. Les deux méthodologies correspondent en fait à des niveaux de recherche différents dans l'appréhension des caractéristiques structurelles des organisations. En effet, se focalisant sur l'objet, l'intérêt est plutôt porté sur la structure organisationnelle. Cependant, en se focalisant sur le sujet, l'intérêt est davantage porté sur l'individu au sein de l'organisation. Ces deux approches sont toutes les deux utiles à la compréhension de la complexité sociale au sein de l'organisation. Dans une position positiviste, rationaliste, le monde est externe à l'individu. On insiste dans cette position sur les faits observables afin de valider l'approche ou le raisonnement théorique élaboré. Ainsi, la vérité est regardée d'un point de vue objectif, comme le produit de la pure raison. Dans une perspective constructiviste ou bien phénoménologique existentielle, le monde est considéré comme construit social et comme le produit des intuitions et du feeling déterminés par les individus. Pour ce courant de pensée, il n'y a pas de critique efficace de la vérité scientifique. Ainsi, la recherche se définit à travers l'action et les interventions des acteurs par le biais de leur processus cognitif. Cette opposition entre paradigmes est décrite dans la théorie sociale entre une orientation individu et une orientation sujet. Si nous reprenons les définitions de Chevalier des théories sociales, les théories sociales ont pour but de saisir la nature de l'action humaine et de la conceptualiser et de conceptualiser l'action collective et ses relations avec les institutions et l'environnement. Centré sur l'objet, dans l'étude d'interaction sociale, différents courants montrent que les structures sociales et contraintes externes déterminent le comportement humain. D'autres approches, à l'opposé, sont concentrées sur le sujet dans l'analyse de sa conduite et de son schéma d'interprétation et de motivation propre. Dans ce cadre, structure et contraintes externes sont secondaires. Le sujet se trouve au centre de l'explication. La recherche-action est définie comme une approche qui commence par une vision de changement de la recherche en ayant une corrélation entre la théorie et la pratique. La recherche-action est vue comme processus interactif. Elle introduit le chercheur comme participant actif dans le management et la résolution des problèmes de l'organisation. Le chercheur est alors impliqué au sein de l'organisation avec des dilemmes d'éthique, de choix, de révélation qui l'entourent avec des problèmes d'action du terrain. Deuxièmement, l'enquête. Les enquêtes sont utilisées pour obtenir à la fois des données quantitatives et qualitatives. On peut les classer ainsi comme analytiques et ou descriptives. Le type analytique d'enquête est approprié pour l'investigation des aires substantives importantes et les enquêtes descriptives sont plus appropriées à l'identification des caractéristiques générales
de l'échantillon sous investigation. Avec des d'enquête analytique, le résultat d'une analyse et la mesure sont des considérations centrales pour la conception des instruments de la recherche. Les instruments contiennent des questionnaires structurés ou semi-structurés afin d'obtenir des données et de l'information. L'action au sujet et la collection des données sont deux issues d'une signification considérable au format de l'instrument de recherche. Troisièmement, la recherche clinique. L'étude clinique cherche à pénétrer une organisation d'une manière adéquate, car son travail se base essentiellement sur le terrain. La recherche clinique est associée aux objectifs, au but du système social dans lequel le chercheur intervient et vient en aide. Le travail du clinicien repose sur une éthique forte et un sens développé des responsabilités vis-à-vis de l'organisation ou du système auquel il fournit son aide conceptuelle. Quatrièmement, la recherche ethnographique. La recherche ethnographique est associée aux études anthropologiques du comportement des individus et des organisations avec une observation ou une participation. L'ethnographe cherche à éviter au maximum de déranger le système dans lequel il se trouve. Le paradoxe de l'ethnographe est qu'il cherche à la fois à s'identifier au processus culturel étudié tout en restant distant. Cinquièmement, l'étude de cas, qui est une forme hybride. L'étude de cas est une description d'un phénomène, d'une organisation ou d'un incident. C'est le produit d'un ou de plusieurs méthodes de recherche. Avec l'étude de cas, on peut obtenir et on peut employer plusieurs collections de données et d'analyse à la fois des données quantitatives et qualitatives qui peuvent être utilisées pour développer ou tester une théorie. Troisième point du troisième chapitre, c'est le choix de la méthodologie. Dans le choix de la conception de la recherche, souvent, nous restons dans nos débats épistémologiques de conflit entre paradigmes. Or, dans un processus de recherche, plusieurs concepts et paradigmes peuvent être employés ensemble. Ils peuvent être complémentaires. Il existe des questions où il est préférable d'utiliser une approche quantitative et pour d'autres une approche qualitative. Ainsi, plusieurs auteurs ne font pas la distinction ou la dichotomie entre les méthodes de recherche, mais favorisent une recherche guidée par l'objectif et le problème à résoudre qui permettra d'employer différents moyens et méthodes afin de le résoudre. Pour conclure, nous avons essayé de positionner la recherche dans les sciences de gestion, et ceci relativement à leurs caractéristiques de complexité logique et épistémologique. Cette complexité de l'objet de la recherche en sciences de gestion et du choix épistémologique ont une incidence importante sur le choix méthodologique pour effectuer une recherche. Là, nous pouvons énumérer différentes contributions attendues ou prospectées de la recherche en gestion. Voici 3 aspects qui nous paraissent importants. Aspect pratique,
mener probablement à la solution de quelques pratiques. Aspect théorique, la construction par les chercheurs passés en utilisant la théorie, le modèle ou les paradigmes des travaux antérieurs. Prolonger la théorie existante, utiliser la théorie existante en employant la même perspective, jugement de fond nouveau, controversé, tester des théories concurrentes, tester la théorie développée dans une recherche précédente. Troisième aspect, méthodologique, l'étude apporte une contribution unique en développant et en examinant de nouvelles méthodes ou en appliquant une méthode dans un secteur où elle n'a pas été déjà employée. Avancée concernant conception, prélèvement, analyse, procédure de collecte des données, stratégie de mesure, etc. Deuxième chapitre, le débat philosophique et épistémologique. Premier point, une posture épistémologique. L'utilisation d'une méthode de recherche est souvent la conséquence d'un choix méthodologique et épistémologique. Piaget définit l'épistémologie en première approximation comme l'étude de la constitution des connaissances valables. D'après Cohen, l'épistémologie correspond à un simple retour critique de la connaissance sur elle-même, sur son objet, sur ses conditions de formation et de légitimité. Elle définit comme la philosophie de connaissance, la théorie des sciences ou comme la théorie de la connaissance. Ainsi, l'épistémologie ou la nature des savoirs mobilisés dans une science dépend d'une échelle assez large du contexte ouvert au relativisme qui permet de se présenter d'un contexte ouvert vers un relativisme qui dépend bien sûr du contexte. La question qui se pose concernant la gestion. Qu'est-ce qu'on peut considérer en gestion comme relevant d'une science? Différents travaux ont tenté de répondre à cette question et ont institué des bases épistémologiques et méthodologiques pour les sciences de gestion. L'enjeu de porter une posture épistémologique en gestion est d'affirmer l'identité scientifique des sciences de gestion et aussi l'identité épistémologique des connaissances de gestion. Cette affirmation permet d'orienter, de guider et de doter les chercheurs de principes, de paradigmes régulateurs de l'activité de recherche, de repères problématiques et méthodologiques dans la conduite du processus de recherche, et ceci afin de conférer à leur démarche plus de cohérence et de rigueur. Devant un problème de recherche, la question qui se pose est: quels sont les types de recherche conformes aux recherches aux chercheurs en gestion? La détermination du type de recherche est considérée en fonction du statut philosophique et épistémologique concernant la nature du monde et comment elle est appréhendée. L'objectif du chercheur est d'apporter et d'adapter et d'adopter une approche qui lui permet d'atteindre un objectif, de trouver une solution d'une situation ou d'un problème qui lui fait face. Le syndrome de la vérité, de l'explication parfaite. La production
d'une raison ou d'une vérité pure et dans le fond du débat philosophique et méthodologique concernant la place du chercheur dans les paradigmes philosophiques et donc sur quel fondement il prend appui. Afin d'identifier la position philosophique du chercheur, il est essentiel de voir dans quel positionnement il se situe par rapport aux paradigmes majeurs qui peuvent englober la vision des chercheurs du monde. Une vision de la recherche peut être vue sous le paradigme qualitatif versus quantitatif. Une deuxième position est centrée sur deux traditions, positivisme et phénoménologie. Voit le choix épistémologique être entre approche rationnelle ou bien existentielle. De même, nous pouvons extrapoler les théories interprétatives cherchaient à dépasser un cadre de recherche fortement imprégné des théories structuro-fonctionnalistes, en focalisant l'attention sur les schémas d'interprétation des individus. Selon elles, les pratiques de gestion sont construites par des acteurs sociaux et par conséquent peuvent être modifiées par ces derniers. Là, on passe au deuxième point du deuxième chapitre, paradigme constructiviste et positiviste. Nous focalisons dans ce qui suit sur deux paradigmes importants, à savoir le positivisme et le constructivisme. Le paradigme positiviste, le premier des positivistes officiels, et peut-être son fondateur est Auguste Comte, qui disait que le mot positif désigne le réel. L'épistémologie institutionnelle, qui fonde le contrat social et la science, le contrat social de la science et de la société, et donc le statut de la connaissance enseignable, puise sa force de la robustesse de la classification des disciplines scientifiques. Deux hypothèses du paradigme positiviste. La première, l'hypothèse d'ontologie, la réalité essentielle de la réalité existentielle. La connaissance que constitue progressivement la science est la connaissance de la réalité, une réalité postulée, indépendante des observateurs qui la décrivent. Le modélisateur sait que l'asymptote existe indépendante de ses calculs ou de ses tracés, et il sait qu'il dispose de quelques méthodes lui permettant d'apprécier s'il se rapproche ou s'éloigner de cette asymptote qui n'atteindra peut-être jamais. La deuxième hypothèse, déterministe, le déterminisme est un causalisme. Chaque effet de la réalité est produit par quelques causes. Le paradigme constructiviste, Largeau disait que un objet existe si on est capable de construire, d'en exhiber un exemplaire ou de le calculer explicitement. Ainsi, dans une posture constructiviste, la méthode d'élaboration de la construction de la connaissance ne fera plus appel à une norme du vrai, mais à une norme de faisabilité. Deux hypothèses de ce paradigme se sont succédées. La première, l'hypothèse phénoménologique, qui est
irréversible de la cognition, le statut du temps de l'action et plus spécialement son irréversibilité. Ainsi, le sujet connaissant a le rôle décisif dans la construction de la connaissance. La deuxième hypothèse, qui est théologique, non seulement le comportement cognitif du sujet connaissant s'interprète plus volontiers en tant de cause finale qu'en termes de cause efficiente, mais surtout la détermination et la transformation de ces finalités semblent très souvent devoir être interprétées en termes endogènes, auto-produites par le sujet lui-même. Et là, nous allons voir un tableau qui regroupe pratiquement tous ces paradigmes. Le positivisme, qui est la réalité existante comme vérité. La connaissance est un contexte ouvert. La recherche peut révéler le vrai état des affaires. La posture basique et réductionniste et déterministe. La vérification, comment la validité est-elle assurée? Deuxièmement, la théorie critique. La réalité est déterminée par des valeurs sociales et historiques se développant avec le temps. La validité est supportée par une description claire des assumptions et des valeurs. La recherche est regardée comme forme de critique sociale et culturelle. Le constructivisme, la réalité est dépendante à travers l'individuel. La recherche a pour but de regarder le monde à travers le point de vue du sujet. Pour comprendre, il faut interpréter et il est concerné par comment savoir et faire. Post-positivisme, c'est le dernier point, c'est la réalité existe comme vérité, mais elle ne peut être appréhendée qu'imparfaitement. Évaluer l'objectivité et achever en étant la ressemblance à la connaissance préexistante. La validité est effectuée à travers la falsification. Cette opposition a fait beaucoup de débats sur la nature des connaissances utilisées et la scientificité des résultats obtenus. Nous pouvons résumer cette opposition à travers les principes définis et développés par le Moine en 1990, les principes d'une épistémologie positiviste, principes. Nous concluons que le projet du positivisme est d'expliquer la réalité, celui de l'interprétativisme est de comprendre cette réalité, et celui de constructivisme est de la construire. La différence significative entre les paradigmes est particulièrement dans l'implication de leurs conséquences dans la conduite de la recherche. Ainsi, la position philosophique du chercheur est regardée en termes de déterminant de la méthode de recherche employée. On passe maintenant au troisième chapitre qui traite les différents types de recherche. Différentes classifications de la nature et du type de recherche sont distinguées
par les chercheurs, une classification de la recherche peut être présentée en termes du résultat obtenu de l'étude. Différents types d'études peuvent être planifiées, à savoir études exploratoires, études descriptives, études analytiques, explicatives et confirmatives, études de pilotage et développement d'échelle. Concernant l'étude exploratoire, on essaie de connaître davantage sur un sujet sur lequel le chercheur connaît très peu, conçu pour fournir des résultats études avec des prétentions minimales. Concernant la descriptive, conçue pour obtenir des informations sur une matière ou pour décrire un ou plusieurs dispositifs d'une population. Typiquement, ne pas évaluer ces hypothèses. Pour l'analytique, tentative d'expliquer ou prévoir des résultats basés sur des effets d'autres variables peut impliquer les expériences et les aperçus qui examinent la théorie. Pour l'étude de pilotage, c'est une étude préliminaire ou étude préliminaire conçue pour obtenir l'information qui peut aider à déterminer si davantage de recherche est justifié, en général incapable de fournir des résultats concluants définitifs. Développement d'échelle, le but primaire est de développer un instrument de mesure pour un ou plusieurs concepts liés aux objectifs de recherche. En sciences de gestion, les recherches mises en œuvre se distinguent par leur mode de raisonnement. On peut distinguer 4 formes de modes de raisonnement différents. Les deux premières formes reposent sur une construction théorique ou test d'hypothèses de type déductif sans les recherches logico-formelles ou empirico-formelles. Les deux autres formes sont des travaux théoriques en se basant sur un raisonnement inductif via des études exploratoires ou d'actions du chercheur dans le cadre d'une recherche-action. D'autres classifications dans la littérature mettant l'accent sur la méthodologie de recherche permettent de voir 2 orientations de la recherche, une orientation recherche pure et une orientation terrain. Pour le premier point, recherche pure. Les résultats d'une recherche pure ou fondamentale est le développement de théories plutôt que des solutions à des problèmes pratiques. On peut décrire la recherche pure sous 3 formes de résultats: la découverte, l'invention et la réflexion. La recherche pure est plutôt une aide objective à la science caractérisée dans un sens où elle permet d'avancer sur les développements théoriques. La recherche terrain, plusieurs méthodes de recherche terrain sont développées en sciences de gestion. Toutes ces démarches peuvent être mises sous leur caractère qualitatif lié à des choix épistémologiques. Nous pouvons citer quelques-unes, à savoir l'étude clinique, l'étude ethnographique, la recherche-action, l'étude de cas, la recherche-action participative, l'action-science, la recherche
ingénierique, la recherche, intervention, méthodologie, et la recherche, action, diagnostic. Ces méthodes ont le point commun de combiner à la fois des données pratiques découlant de l'action et des éléments théoriques. Cependant, elles diffèrent de par leurs objectifs respectifs. La méthodologie ou les méthodologies qualitatives peuvent réduire par leur richesse et leur caractère réel et concret, mais elles soumettent le travail du chercheur à de fortes contraintes. La méthodologie de terrain constitue un mode de recherche intensif qui exige une présence forte sur le terrain parallèlement à l'assimilation de multiples concepts organisationnels. La recherche-action, deuxième paragraphe, qu'est-ce que la recherche en sciences sociales? Nous définissons la recherche comme une action organisée, systématique, critique, qui prend naissance par un questionnement scientifique concernant un problème sous investigation dans un objectif de trouver des réponses et de trouver des solutions ou bien de développer des nouvelles théories et connaissances à partir d'une analyse d'un objet de recherche. La recherche se situe dans les trois phases du modèle de l'input, transformation et output. Ainsi, la recherche dépendra du type d'output à défendre et aussi du processus pour aboutir à ce output. La recherche peut être considérée comme un processus de rationalisation des pratiques et des moyens à mettre en œuvre afin d'aboutir à des outputs efficients. Ainsi, plusieurs chercheurs présentent la recherche comme un processus de développement de produits qui se présentera sous la forme de input, là on va traiter le problème, pour aboutir à des outputs, soit une théorie, une explication, une résolution d'un problème, en passant par un traitement qui commence par la maîtrise de l'environnement, puis la conception de la recherche, stratégie de recherche, la planification et le contrôle, ainsi que l'amélioration. Trois phases sont importantes en amont afin de conduire une position de recherche. Premièrement, définir le problème à résoudre ou à étudier. Et c'est la question de recherche qui est la partie la plus importante d'un mémoire de recherche. Deuxièmement, définir et comprendre le champ d'investigation. Troisièmement, déterminer la méthodologie à appliquer en vue de l'action. Le but d'une recherche est d'informer sur les pratiques et la compréhension du problème de recherche, mais aussi de développer les connaissances théoriques. Troisième paragraphe, la recherche en sciences de gestion. La recherche en gestion pose trois problèmes comme conséquence de trois facteurs. L'épistémologie éclectique, le pouvoir important du sujet et l'élément du praxis, ce qui permet de distinguer la recherche en gestion d'autres disciplines, à savoir les mathématiques, la sociologie, la psychologie, etc. La question qui se pose
Et où classer la recherche en gestion? Une réponse est de présenter la recherche dans le domaine du management et de la stratégie concernant le pourquoi et le quoi avec une insistance sur l'efficacité. En revanche, une recherche centrée sur les aspects techniques et analytiques concerne le pourquoi et le quoi avec une insistance sur l'efficience. Une question de recherche n'est pas limitée à un thème sans finalité ni démarche. C'est une combinaison d'un thème, quoi étudier, d'une finalité, pourquoi, et d'une démarche, comment procéder. Au-delà des querelles entre courants et paradigmes, le problème est de savoir comment étudier le management. Quelles sont les questions d'un chercheur devrait se poser pour aborder un problème du management, une pratique ou une science, une réalité objective ou un ensemble de représentations. Appréhender la réalité du management où on est un acteur de sa construction. Le but ultime de la recherche ne doit pas être oublié, à savoir éclairer et aider les acteurs confrontés aux problèmes concrets du management. Les recherches en gestion ont généralement pour objectif de décrire, de comprendre, d'expliquer ou de prédire les phénomènes liés aux organisations. Une recherche en gestion ne devrait pas se focaliser sur un seul domaine de discipline. Il devrait plutôt porter sur différentes idées et concepts existants et en interaction avec la problématique de recherche. La recherche menée dépendra du niveau de l'échelle de la recherche à aborder ou à tracer. Ainsi, différents niveaux de focalisation sont à prendre en compte lors d'un travail de recherche et ceci afin de faire interagir différents concepts et disciplines avec la problématique de recherche. Ainsi, une recherche demande un classement des domaines et des idées à prendre en compte lors de la recherche, ce qui est nécessaire et ce qui est un facteur d'influence sur la recherche menée. Ainsi, différents niveaux d'influence sur la problématique de recherche peuvent être repérés. Nous avons une influence forte, à savoir tout ce qui est innovation, économie, stratégie. Une influence moyenne, comme les études marketing, études de processus, etc. Et une influence faible en ce qui concerne les théories des organisations, management des technologies, etc. Selon une approche positiviste, les lois existent même si elles ne sont pas toutes découvertes. Cette vision déterministe est ainsi penchée vers la recherche d'explications, vers une recherche des causes et des relations entre les lois. On rend compte des relations entre les faits sociaux. Ainsi, l'objet de la recherche concerne une interrogation sur les faits afin de découvrir la structure sous-jacente entre eux. L'objet de recherche est indépendant du processus ayant conduit le chercheur à son élaboration. Selon une approche constructiviste,
nous remarquons qu'une recherche en sciences de gestion est plutôt un projet et non un objet, et ceci par le biais d'intervention des acteurs au sein de l'organisation. Les sciences de gestion sont définies comme une science de l'action où l'intervention en gestion est considérée comme un projet d'action.